Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Histoire. Notre invitée aujourd'hui est Brigitte Rochelandré. Brigitte Rochelandré qui vient de publier aux éditions du 7 Histoire des violences faites aux femmes, humiliation, violences sexuelles et féminicide. Je rappelle que Brigitte Rochelandré est docteure en histoire des mentalités et conférencière. Elle est venue souvent parler des violences faites aux femmes, en particulier sur les sorcières, sur l'Inquisition. Brigitte Rochelandré, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que votre livre est passionnant, très pédagogique, très bien construit, car finalement, même si on va revenir dans l'histoire, c'est encore, on peut le dire, un sujet d'actualité. Ah oui, les violences faites aux femmes, c'est un sujet ancestral, d'actualité. Donc c'est très ancien, mais ça perdure dans les mentalités actuelles. Alors je rappelle que la préface est signée par Isabelle Steyer. Isabelle Steyer est avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit des femmes et des enfants victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Donc oui. Vous avez quand même une préface d'une spécialiste, Brigitte. Ah oui, bah, c'est bien parce que ça complète un peu l'histoire. Moi j'explique les violences et puis Isabelle explique comment la justice se comporte, la justice et parfois la police se comportent aujourd'hui face aux violences. Elle, c'est un sujet d'actualité, parce que moi, c'est un sujet historique. Voilà. Alors, on va revenir justement à l'histoire, parce qu'à l'origine des violences, évidemment, comme vous le dites dans votre premier chapitre, c'est l'appropriation du corps féminin. Comment peut-on le définir dans l'histoire, cette appropriation du corps féminin? Alors, l'appropriation du corps féminin, elle est visible dans 1000 choses au quotidien. Mais la vraie question, avant de la démontrer, c'est comment cette appropriation s'est faite, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle époque, et comment les hommes se sont appropriés et pourquoi ils ont eu besoin de s'approprier le corps des femmes. Est-ce qu'on peut dire que ça revient dans la nuit des temps, la préhistoire, pourquoi pas? Oui. Alors, selon les spécialistes des anthropologues, moi je ne suis pas anthropologue, mais il y a plusieurs théories. Moi, je m'appuie sur les théories d'une grande anthropologue qui s'appelle Françoise Héritier, qui est décédée en 2017, et qui, elle, a travaillé sur justement cette appropriation, cette différence entre le féminin et le masculin. Et pour Françoise Héritier, ça proviendrait donc des temps préhistoriques. Cette appropriation, elle est universelle, mais ça vient donc des temps préhistoriques. On ne peut pas vraiment dater, peut-être du paléolithique. Elle s'est sans doute renforcée au néolithique, là, à la période où les gens deviennent sédentaires. C'est-à-dire que les femmes vont être au foyer, on va dire, ou au champ, puis les hommes vont partir faire la chasse. Mais avant, on vit dans des tribus où tout le monde pareil, si vous voulez. Les femmes, elles chassent, on le sait. Ça c'est récent. Elles sont très actives. Elles sont très actives, elles chassent, elles peignent. On nous a souvent raconté que les femmes étaient dans la grotte. Non, ça, c'est pas du tout comme ça. Mais il y a une raison. Françoise Héritier pense que l'appropriation, la domination masculine serait née du fait que les hommes auraient été fascinés par la procréation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on peut expliquer comment est né un enfant. Il faut un homme, une femme, il faut faire l'amour, je vais dire, le 1er janvier pour accoucher 9 mois plus tard. Les hommes préhistoriques n'étaient pas bêtes, mais ils n'avaient pas science et raison comme nous. Donc, ils ont vu à un moment donné qu'il y avait des filles et des garçons dans des sexes différents. Ils ont bien compris qu'à un moment donné, les filles saignaient, qu'elles avaient un sang qu'elles ne pouvaient pas arrêter, c'est-à-dire que pendant 8 jours, elles saignaient, leurs règles, et puis qu'à un moment donné, ce sang disparaissait à la ménopause. Bon, ils n'appelaient pas ça la ménopause. Et puis, ils ont vu que les hommes, eux, produisaient du sperme. Donc, ils ont compris qu'en ayant des relations sexuelles avec les femmes, la femme pouvait enfanter, pouvait devenir mère. Donc, ils ont été fascinés par le fait que la femme porte l'enfant. C'est vrai, c'est assez fascinant. Mais ils ont aussi compris qu'ils avaient un rôle à jouer. Donc, un rôle à jouer dans l'éducation, dans la procréation. Dans la procréation, oui, exactement. Oui. Et ce qui les a encore plus fascinés, ces hommes, c'est que la femme pouvait enfanter une fille, mais que la femme pouvait enfanter un garçon. Donc ça, ils se sont dit, le pouvoir qu'elles ont, ces femmes. En fait, ce sont les femmes qui auraient dû prendre le pouvoir, si vous voulez, parce que c'est elles qui portent la procréation. Donc les hommes se sont dit, il va falloir, selon Françoise Héritier,
il va falloir qu'on s'approprie le corps des femmes pour assurer la descendance. Donc, voilà. Et donc, il y a eu une domination masculine qui s'est imposée. On ne sait pas vraiment comment. Mais ce que l'on sait, par contre, c'est que quand les tribus étaient nomades, elles voyageaient, les tribus préhistoriques, c'est qu'on est certain que les tribus échangeaient des biens de valeur. Et parmi ces biens de valeur, il y avait des femmes. On n'échangeait jamais des garçons. Comme un d'échange, en quelque sorte. Voilà, on ne laissait jamais un garçon. Jamais une tribu n'abandonne un fils. Par contre, elle peut donner 3 filles et puis prendre 3 filles. Bon, ça évitait peut-être la consanguinité, tout ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si les filles étaient d'accord. Oui. C'est qu'on leur imposait. On ne sait pas si elles tombaient amoureuses d'un homme de Néandertal, vous voyez. Donc c'était quand même une domination. Et puis en plus, après, il y avait des relations sexuelles. Est-ce que c'était du viol ou est-ce que c'était consenti? Ça, on n'était pas là pour le savoir. Oui. Donc Françoise Héritier pense que c'est comme ça que la domination... C'est pour cette raison que la domination masculine s'est imposée, s'approprier le corps des femmes. On va sauter quelques siècles, si vous le permettez, Brigitte, pour arriver à l'Antiquité, en particulier à les civilisations grecques, athéniennes en particulier. Comment étaient-elles perçues, ces femmes, alors, à cette époque-là? Alors, il faut savoir que la civilisation grecque antique est une civilisation misogyne, sexiste, guerrière, esclavagiste. Mais c'était aussi une société extrêmement évoluée, érudite. L'art, le théâtre, la sculpture, la démocratie, l'impérialisme. Mais c'est une société donc misogyne et l'homme est tout. Patriarcale? Patriarcale, oui, très patriarcale. Elle est tellement patriarcale qu'elle met les femmes donc au gynécée, elle enferme les femmes et puis tout est permis. Le père de famille a tous les droits sur le gynécée, sur les femmes de la famille. On arrive à la période romaine. Est-ce que la période romaine, Rome, va changer les choses par rapport à la civilisation grecque? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Très peu. Il va y avoir une évolution à la fin de la période romaine, parce que la période romaine commence aussi suite à avec le christianisme. Bien sûr, ça va se chevaucher avec Constantin. Voilà, ça va se chevaucher. Donc il y a des Romains quand même qui vont quand même se poser quelques questions par rapport aux femmes, par rapport au servage, surtout à l'esclavagisme. Mais bon, la femme reste quand même inférieure à l'homme. Inférieure à l'homme. Dans la société romaine. Oui. Moyen-Âge, le 15e, 16e siècle, ça ne change pas? Ça va pas beaucoup changer. Non, non. Alors les femmes vont être un petit peu plus protégées, je dirais, par la religion. Mais en fait, les femmes sont toujours inférieures. Tous les grands théologiens disent que la femme est inférieure, que la femme est dangereuse, que la femme est animée par ses passions, alors que l'homme est un être de raison. Alors vous abordez aussi un chapitre qui m'a interpellé aussi, Brigitte Rochelandais, c'est les humiliations. Comment vous définiriez, vous, cette humiliation qui a été manifeste au cours des siècles? Parce que vous le traitez beaucoup dans votre ouvrage. Oui. Alors des humiliations, il y en a plein. Partout. C'est universel aussi. Donc il y a des humiliations qui sont, je dirais, morales. Tu n'iras pas à l'école. Oui. Bon, c'est une humiliation pour une petite fille puisqu'elle ne peut pas accéder par la suite. Et puis il y a des humiliations physiques comme la prostitution, comme le viol, comme le féminicide. Donc on voit bien que, bien sûr qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences, et qu'il y a des petits garçons qui ne vont pas à l'école. Mais c'est vraiment... ça touche vraiment le sexe féminin qui n'est pas considéré, qui est humilié. En raison d'Ève qui a croqué le fruit de la connaissance. Oui. Alors on va évoquer quand même un personnage dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage, on l'avait déjà évoqué sur cette antenne, c'est le franc-comtois bisontin né à Besançon en 1819, pardon, oui, le grand théoricien du nihilisme, de l'anarchisme en quelque sorte, c'est Proudhon. Oui. Alors Proudhon, il n'est pas votre sympathie, je crois. Hein, oui. Alors Joseph Proudhon est un grand théoricien de l'anarchie, du socialisme utopique. On lui doit c'est un grand... On lui doit la propriété sur le vol, etc. Il a des phrases chocs. Voilà, il était connu, il a été député, il connaît Marx, donc vraiment, il n'était pas du tout aimé par Victor Hugo. Hein. Victor Hugo l'aimait pas. On le trouvait excessif. Hein. Excessif et très vulgaire. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est un homme qui a défendu la cause ouvrière. Mais dans la cause ouvrière, il ne défend que les ouvriers. Il voudrait que les ouvrières restent à la maison. C'est ça. Donc il a une mère qui l'idolâtre.
C'est ça qui est assez fascinant. Il idolâtre sa mère qui a travaillé, qui faisait des ménages, à qui il doit tout. Il pense qu'il doit tout puisque elle a beaucoup œuvré pour lui, quoi. Elle s'est privée pour qu'il aille à l'école. Il est d'un milieu très modeste. Très modeste. Alors que son père faisait des affaires, mais qu'il a fait faillite. Donc, il admirait sa mère et il était très lié à sa mère. C'était le fils aîné. Et puis, sa mère va le suivre, l'encourager. Et quand sa mère va mourir, il se dit, il a quand même bien 40 ans, il se dit, oulala, mais j'ai plus de femme pour me faire mon linge, il va falloir que je me trouve une femme. Et donc, il épouse une jeune femme qui s'appelle Euphrasie, qui est très jolie, qui est ouvrière, qui est passementière, et qui ne connaît pas du tout qui il est. Oui. Voilà, ou alors il dit qu'elle ne connaît pas la réputation de Proudhon. Voilà, c'est ce qu'il dit, mais est-ce qu'il veut faire passer sa femme pour une idiote, vous voyez, pour une femme qui ne saurait pas lire, peut-être, bon, il a tous les vices vis-à-vis des femmes, Proudhon. Et puis donc il l'épouse alors qu'il est en prison, enfin, c'est rocambolesque presque. Et puis, il affirme toujours que la femme est inférieure à l'homme, par des petites phrases, d'abord. Et puis il va évidemment contrecarrer une autre franc-comtoise qui s'appelle Jenny Déricourt, qui est elle féministe, et il lui dit, mais vous n'avez pas à parler, vous n'êtes qu'une femme, voilà. Rentrez chez vous, occupez-vous du mépris aussi pour les femmes. Oui. Et puis il va avoir 2 filles. Il n'a pas de chance, il a pas eu de garçon, Joseph Proudhon. Donc c'est le diable qui se cache dans les détails. Et il va écrire un ouvrage qui s'appelle La pornocratie, c'est-à-dire il dit attention, le monde va être dirigé par les femmes, oh là là, ça va pas, si elles acquièrent leur liberté, tout va aller à volo. Oui. Et donc ce livre n'est pas publié du temps de son vivant. Oui. Il va être publié 10 ans après sa mort. Il va être censuré au moment de la parution? Non, mais il ne le publie pas. Parce qu'il faut quand même le lire. Il faut s'accrocher, je dirais. Ça, si vous voulez, ça déconstruit le défenseur des causes ouvrières, parce que il aurait pu être tellement grand s'il avait défendu la femme, s'il avait été féministe avant l'heure, mais ça aurait été un personnage extraordinaire, Proudhon. Et donc, dans ce livre, c'est la femme est inférieure à l'homme, l'homme peut tuer sa femme. On est en 1875. Quand même. Il dit, si la femme est adultère, il peut la corriger, ou si la femme est désobéissante, qu'est-ce que ça veut dire désobéissante? Il peut la corriger et il a le droit de vie et de mort sur sa femme. Oui, ça va quand donc même à la fin du 19e siècle, c'est quand même très lourd. On a quand même un petit peu il y a une évolution des quand même des mœurs en particulier. On n'est plus au Moyen-Âge. Et de la législation. Oui. Donc, alors, il en revient toujours au Code civil où Napoléon a dit la femme est sous la coupe de son mari. On marque une courte pause et puis on reviendra sur d'autres aspects de votre livre, en particulier sur Joseph Proudhon. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire,
Jean-Paul Maigret sur RCF. Notre invitée est Brigitte Rochelandais qui vient de publier aux éditions Cêtre Histoire des violences faites aux femmes, humiliation, violences sexuelles, féminicide, avec la préface de maître Isabelle Streyer, qui est avocate, membre du Vaud de Paris et spécialiste des violences faites aux femmes et aux enfants. Alors, on va continuer sur Proudhon parce que il y a eu des choses qui ont été cachées par les historiens, même les historiens franc-comtois. On apprend des choses aujourd'hui, mais je me souviens des spécialistes du fourriérisme, on mettait en exergue la passion de Proudhon pour le peuple. C'est normal par rapport à la cause des ouvriers, et ça c'est extraordinaire. Il avait de très bonnes idées, c'est pas le problème. Mais donc par la suite, si vous voulez, ce livre il a été mis de côté, et nos professeurs, quand j'étais étudiante, ne nous en ont jamais parlé. Ce livre était caché parce que ça tuait un peu, si vous voulez, son mythe, cet homme qui sauvait, son aura. Donc c'est seulement, moi je l'ai découvert depuis récemment, et j'avais commandé un exemplaire, et en fait je me suis trompée, j'ai commandé un exemplaire et je me suis aperçue qu'il était expurgé, c'est-à-dire qu'il y avait des passages qui avaient été enlevés. Donc j'ai regardé et j'ai commandé le véritable ouvrage, et là c'est là où on voit que vraiment il était très très misogyne, qu'il avait, alors que cet homme qui idolâtrait sa mère, c'est vraiment très étrange qu'il soit aussi misogyne. Oui. Donc les historiens se sont repenchés dernièrement. Aujourd'hui on commence... oui. Ouais. Alors il y a un aspect très important aussi, on parle de l'agisme, de la grossophobie, ce sont des éléments. Comment vous définiriez-vous l'agisme? C'est-à-dire qu'il faut être jeune toute sa vie? Il faut être jeune, belle, et riche peut-être, mais ça c'est autre chose. Il faut être jeune et belle et mince. Jeune et mince. C'est le problème des mannequins encore actuels. Oui. Alors jeune et mince, on pourrait croire que c'est un fait de société. Oui. Ça existe depuis longtemps? C'est depuis l'Antiquité que les femmes doivent rester jeunes et minces, parce que si vous prenez la société grecque, quand vous regardez les sculptures, elles sont toutes jeunes, belles, et même les hommes sont tous beaux, musclés. Il y a pas. Bon, les dieux sont un petit peu virils, mais ils sont pas vieux. On voit bien les sculptures du Louvre, par exemple. Bien sûr, les femmes sont magnifiques. Elles ont des corps de déesses, voilà. Absolument, elles sont musclées, elles sont fines, elles sont élancées. Donc ça va. Vous voyez comme c'est antique. Oui. C'est très antique. Très antique. Et on ne représente pas la vieillesse chez les Grecs. C'est quelque chose dont les Grecs ont très peur. Avec le christianisme, les choses vont guère évoluer. Même si la Bible dit « tu respecteras les cheveux blancs », c'est surtout les cheveux blancs du père. La mère, c'est un petit peu différent. Il faut être aussi jeune et mince. Alors la minceur, c'est un fait extrême, ça découle en fait des 7 péchés capitaux. Parce que là, il y a un péché capital qui s'appelle la gourmandise. Donc il ne faut surtout pas être gourmand. C'est un péché. C'est grave, les péchés capitaux. Hein. Et donc on va influencer surtout sur les femmes, en leur disant, au Moyen-Âge, une femme qui grossit, c'est une femme qui ne sait pas contrôler sa gourmandise, donc c'est une pécheresse. Et au Moyen-Âge, c'est vrai que l'idéal de beauté, ce sont des petites femmes minces, avec une petite poitrine, juste un petit ventre pour montrer qu'elles peuvent être fécondées, mais il faut être mince. C'est l'élégance. C'est surtout affirmer sa foi. Donc avec la Renaissance, les femmes vont un petit peu s'envelopper, mais dans la noblesse et la grande bourgeoisie, il faut être mince pour les femmes. Et ce qui va au 19e siècle, là, la religion va réapparaître suite à la Révolution. Et là, le 19e siècle, qui est un siècle très très dur pour les femmes, c'est vraiment la minceur au féminin pour montrer sa foi. Il faut s'habiller avec des robes toutes boutonnées, toutes serrées, des corsets qui déforment le corps. Il faut avoir la taille aussi mince que les mains. Donc on voit bien qu'il y a une pression par rapport à la minceur depuis l'Antiquité qui s'est vraiment affirmée. Alors aujourd'hui, oui, ça s'est encore affirmé avec tous les mannequins. Moi, je me souviens d'un célèbre créateur qui s'appelle Karl Lagerfeld, il est mort. Donc il y avait à un moment donné, il y avait des mannequins comme Claudia Schiffer qui n'étaient pas minces, mais qui étaient minces quand même, mais qui n'étaient pas maigres. Et donc il y avait beaucoup de succès. Elles étaient des stars, ces mannequins. Et donc lui, il était en colère à cause de ça, parce qu'il voulait que ces mannequins ne soient que des porte-manteaux. Plus elles étaient minces, mieux c'était, parce qu'elles devenaient invisibles. Donc vous voyez la pression que ça peut faire de telles paroles sur la jeunesse, sur les jeunes filles ou même les garçons, et générer de l'anorexie.
Alors justement, vous parlez d'invisible. Vous le traitez dans votre livre, vous appelez ça, il y a un chapitre sur l'invisibilisation des femmes. Oui. Comment vous la définiriez, cette invisibilisation? Eh bien, les femmes ne doivent pas être dans l'espace public. Elles doivent être cloîtrées? Elles doivent être cloîtrées ou au foyer. Au foyer. Alors, depuis toujours, on a cloîtré les religieuses. Bien sûr qu'il y a eu des religieuses qui sont sorties, qui sont un petit peu... Mais c'est vrai que dès le IVe siècle, les religieuses doivent être cloîtrées. Il ne faut pas les voir. C'est pas pour les protéger du monde, c'est plutôt pour les protéger d'elles-mêmes. Parce que la femme est dangereuse, donc il faut... Elle est séductrice. Elle est séductrice, donc la religieuse, il faut quand même bien lui apprendre à rester enfermée. Alors, il y aura des hommes cloîtrés. Hein. Oui, il y a des moines, des monastères quand même au Moyen-Âge. Mais les hommes pourront plus sortir. Ça sera un petit peu différent. Donc vraiment, l'enfermement des religieuses, c'est pour les invisibiliser. On va leur dire, tu pries dans ton couvent, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Et puis, il va y avoir également la femme au foyer. Oui, et on ne veut pas que les femmes sortent dans la rue. Elles peuvent sortir dans la rue pour aller faire leurs courses. Et il y a, à toutes les époques, et il y a un petit détail qui va montrer combien on ne veut pas que les femmes sortent dans la rue. Ce sont les WC publics. Alors, les WC publics, ça a toujours existé dès le Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge, en fait, les WC publics, c'était pour les hommes, pour uriner. C'était un tonneau. Il y avait des trous, il y avait de la paille. Ce qu'on appelle les Vespasiennes, oui, après, ça va être des Vespasiennes. Donc, c'était d'abord des tonneaux. Et puis, au XVIIIe siècle, arrivent des Vespasiennes, vous voyez, dans la rue, quoi, à Paris. Et donc, ça, c'était pas réservé aux femmes. Parce que les femmes ne doivent pas faire pipi. Elles doivent pas rester dans la rue. Donc, c'est seulement à partir de 1970 on les punissait d'une certaine manière. On les punissait. Donc, on ne veut pas qu'elles soient visibles dans la rue. Voilà. Un mot pour conclure sur un chapitre quand même intéressant, on y reviendra peut-être dans la prochaine émission, Brigitte Rochelandais, c'est sur la grossophobie, on en a parlé, mais elle existe encore cette grossophobie. Ah oui, parce qu'aujourd'hui on voit parfois des magazines féminins faire une couverture avec une femme un peu rondouillarde, comme je dirais, qui fait du 44. Hein, donc, et puis on nous dit, vivez votre corps comme vous l'entendez, c'est le body comme vous voulez, mais en fait, on a une telle publicité pour les régimes, pour les habits en 34, enfin on se moque en plus oui, on se moque de nous parce qu'on nous dit il faut être mince, mais et puis il y a de la publicité pour des gâteaux, vous voyez, et puis par contre on nous vend des crèmes amincissantes, raffermissantes, donc voilà. Anti-rides, etc. Si vous voulez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Alors je voulais justement vous parler du spectacle de Sylvie Debras-Grosse qui traite de ça, et ça a marqué le public, et suit beaucoup ces spectacles de Sylvie, moi je l'ai vu. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Et puis je trouve qu'elle a un énorme courage. Absolument, d'apparaître comme ça en public. Ah oui, c'est vraiment, je lui tire mon chapeau à Sylvie parce que j'avais déjà lu son livre et puis sa pièce, c'est vraiment, et c'est vrai qu'elle tourne même dans toute la France et même au-delà des frontières françaises. Oui, elle a un grand succès avec son spectacle. Elle a un énorme succès, c'est vraiment fantastique. Oui. Mais c'est bien, elle parle d'un sujet, mais avec beaucoup d'humanité. Avec beaucoup d'humour aussi. Et puis mais c'est un peu, parfois c'est un peu dur. Ah ben c'est pas, ça remue, moi je l'ai vu. Oui. Donc en fait, tous ces sujets, on y reviendra dans une prochaine émission, Brigitte Landais, mais pour conclure sur cela, vous faites des conférences et le public est présent? Ah oui, je fais beaucoup de conférences dans toute la France, puisque le sujet féminin est en pleine mode depuis les années 70. L'histoire s'est faite au masculin, mais maintenant elle se fait au féminin aussi. Et donc, je fais beaucoup de conférences sur différents sujets pour sensibiliser aussi bien les lycéens que toutes les populations. Et les jeunes vous écoutent, il y a un bon accueil. Oui, hier soir, il y a une jeune fille qui est venue qui m'a dit « Oh, merci madame pour tout ce que vous m'avez appris. » J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une militante féministe? Oui, je suis une militante, mais pas dans mes conférences. Dans mes conférences, je raconte l'histoire. C'est ça. Mais je dois faire preuve de pas trop de militantisme, bien sûr, vous voulez, parce que je dois être une historienne, ne peut pas être militante. Par contre, dans ma vie à côté, je peux aller défiler. Oui, bien sûr. Je rappelle de votre ouvrage, Brigitte Rochelandais, Histoire de violence faite aux femmes, humiliation, violence sexuelle, féminicide, avec la préface de Isabelle Streyer, donc avocate au bureau de Paris, et puis au barreau de Paris, pardon, et c'est publié aux éditions 7. On se retrouve la semaine prochaine, là on parlera bien sûr du viol, des femmes tondues aussi à partir de 1944, après la Deuxième Guerre mondiale, et puis aussi les féminicides, bien sûr, dont on parle beaucoup, et on reviendra peut-être aussi sur le procès de Mazan qui s'est déroulé il y a quelques jours. Merci beaucoup, Brigitte Rochelandais.
Thank you.